Et yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, c'est H5, on se retrouve comme chaque lundi pour un nouveau Creepypasta. Alors je vous invite à aller suivre les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Snapchat puisque celui-ci m'a été proposé par nombre d'entre vous sur ces réseaux sociaux. En attendant de commencer, Hublou pardon, ça se dit pas Hublou, ça se prononce Oublou. Alors voilà, ça s'écrit différemment mais ça se prononce Oublou, donc j'ai recommencé le commentaire par rapport à ça pour pas que j'ai des remarques justement dans les commentaires. Mettez-vous à l'aise, fermez les volets, mettez-vous avec votre copine, votre main droite, de quoi manger, une couverture pour vous cacher si vous avez peur, et profitez un maximum de ce commentaire et de ce creepypasta. Oublou, partie 1. Dans ma vie d'avant, j'étais un psychiatre. Ou, attendez, laissez-moi reformuler ça, avant que ma vie s'effondre, j'étais psychiatre. Et un bon en plus. C'est dur de déterminer ce qui fait un bon psychiatre, mais j'ai commencé à travailler dans ce domaine assez tôt. J'ai acquis pas mal d'expérience dans mes premières années de métier, il n'a pas fallu longtemps avant que je n'ai presque plus de clients que je ne pouvais en gérer. Je ne dis pas qu'une personne suicidaire pourrait venir dans mon cabinet et retrouver le goût à la vie en une journée. Mais mes clients me faisaient confiance et sentaient que je les aidais réellement. Je suis donc devenu très vivement recommandé et mes tarifs étaient, je l'avoue, plutôt élevés. Ceci étant dit, j'étais habitué à des patients de classe sociale aisée. Je ne suis pas sûr de comment la famille Jennings m'a trouvé, mais je suppose que c'est leur précédent psychiatre qui m'a recommandé. Comme c'est le cas parfois, quelqu'un que tu n'es incapable de gérer, pour telle ou telle raison, tu l'envoies forcément vers un confrère. Un jour, j'ai eu un appel de Madame Gloria Jennings, une vraie propriétaire de domaine très riche qui voulait que je travaille avec son fils Andrew. Apparemment Andrew venait d'épuiser à peu près tous les psychiatres de cet état et j'étais de ce fait leur dernière option. Andrew était un toxicomane typique, avec comme poison de prédilection l'héroïne. Et tout le monde dans mon domaine vous dira, ces personnes sont vraiment des plaies quand il faut les aider. S'ils ne sont pas clean et étourdis, alors ils sont défoncés et déraisonnés. Au début, je ne voulais pas prendre comme patient cet Andrew, mais Madame Jennings m'offrait presque le double du prix à payer habituellement, alors je ne pouvais donc pas refuser. Ça a été la pire erreur de ma vie. J'ai rencontré Andrew tôt, un lundi matin. D'expérience, je peux dire qu'il est plutôt aisé de repérer les cas potentiels avant qu'ils aient l'occasion de se droguer. Dans le meilleur des cas, ils ne viennent même pas et vous gagnez 1 heure de libre. Mais Andrew était en avance de 15 minutes. Il avait vraiment l'air d'un héroïnomane. Des cernes sombres sous ses yeux verts, les cheveux ébouriffés, une barbe négligée poussant sur son visage. Il avait l'air d'avoir la vingtaine. Il était grand et inexplicablement mince. Il portait des vêtements amples et simples qui ne faisaient que souligner sa maigre carrure. Je l'ai accueilli dans mon cabinet et lui ai proposé de s'asseoir. Il s'est assis et a commencé à se frotter ses mains et à explorer mon bureau des yeux, en les bougeant avec une rapidité précipitée. Afin de garder mon anonymat, je me désignerai par Dr A. Alors Andrew, commençai-je. Je suis le Dr A, pourquoi tu ne me parlerais pas un peu de toi pour commencer ? Il m'a donc regardé dans les yeux pour la première fois. Il a hésité un moment, puis a commencé à parler. Écoutez, ça fait genre la 8e ou 9e fois que je fais ça, alors je vais aller droit au but. Ma mère m'a probablement dû vous dire que j'étais un drogué, et c'est vrai. Je prends de l'héroïne et de la cocaïne dès que j'en ai l'occasion. J'ouvrais ma bouche pour lui demander s'il avait déjà pris les deux en même temps, pour lui expliquer les dangers du mélange, mais il m'a devancé. Non, je les prends toujours séparément. Je suis pas idiot, a-t-il dit. Je ne pense pas que tu sois idiot, Andrew. Ai-je menti ? J'ai connu beaucoup de gens qui se droguaient à mon époque, fais-moi confiance. Andrew n'avait pas arrêté de me regarder, je me suis mis à l'aise dans mon siège et j'ai posé les questions suivantes selon ma procédure habituelle. Dis-moi, pourquoi te drogues-tu ? Eh bien, les nuits où je ne veux pas dormir, je prends de la cocaïne, et les nuits où je ne veux pas rêver, je prends de l'héroïne. En même temps qu'il prononçait ces mots, il se frottait les mains et son regard fixe se dirigeait vers le sol. Les nuits où vous ne voulez pas dormir, vous prenez de la cocaïne ? Lui demandai-je pour être certain de ce qu'il avait dit. C'est ça, docteur, a-t-il dit tout en gardant les yeux rivés au sol. Et pourquoi ne veux-tu pas dormir, Andrew ? Parce que je ne veux pas voir Oublou. Il regardait de nouveau vers moi, analysant ma réaction à ces mots. Excuse-moi, mais qui est Oublou ? Demandai-je avec curiosité. Andrew a soupiré. Oublou est un monstre que je vois parfois dans mes rêves.
et qui les contrôle. Et comment Oublou contrôle-t-il tes rêves, Andrew? Eh bien, je ne sais pas si son nom est réellement Oublou, ou si c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est la seule chose qu'il sait dire, et je sais qu'il les contrôle, parce que jamais personne ne pourrait rêver de ces merdes qui arrivent dans mes rêves quand il est là. Il avait maintenant séparé ses deux mains et les gardait poings serrés de chaque côté de sa chaise. Ça commençait à être intéressant. J'ai décidé d'aller fouiller un peu plus loin dans cette voie, alors je lui ai posé cette question douloureuse. Et de quelle sorte de choses as-tu rêvé? Écoutez, je ne suis pas fou. Ce n'est pas comme si j'allais juste me défoncer et commencer à rêver de ces trucs bizarres. Avant, j'étais un athlète de haut niveau. Et à l'allure où j'avançais, j'allais être diplômé comme major de ma promotion avant que ce truc vienne m'emmerder. Il s'énervait visiblement. Je ne pense pas que tu sois fou, ai-je encore menti. Si je le pensais, j'aurais abandonné et t'aurais dit de partir. Je suis un psychiatre, Andrew, je sais reconnaître un fou quand j'en vois un. Cela semblait le calmer un peu. Mais tu dois comprendre que je dois tout savoir afin de me faire mon diagnostic. Alors je te le redemande, de quoi as-tu rêvé? J'ai vu qu'il se calmait visiblement, j'avais percé sa défense. De choses terribles, a-t-il dit. Tout ce qui compte pour moi, tous les gens que j'aime subissaient des choses atroces. Il regardait par terre à nouveau. Quel genre de choses, Andrew? Une fois, a-t-il dégluti péniblement, une fois j'ai rêvé que j'étais bloqué à l'intérieur d'une cage, dans une cave que je n'avais jamais vue avant, et il y avait 3 hommes masqués qui violaient et battaient ma mère. Cela m'a surpris, je trassaillais un peu et il l'a remarqué. J'étais en train de le perdre. Continue, Andrew, disais-je d'une manière réconfortante tout en masquant à la fois mon étonnement et mon intérêt. Elle m'appelait, et je pleurais à chaque fois qu'elle m'appelait ou criait à l'aide. Un homme la frappait, et peu importe à quel point elle saignait, elle continuait de crier, et eux continuaient de la frapper et de la violer. À ce moment-là, je voulais l'interrompre et lui dire que les gens normaux ne rêvent pas de ça. Ce genre de rêves sont très rares, même parmi les plus gros psychopathes. Et maintenant, je comprenais comment Andrew avait pu passer chez autant de psychiatres en une seule et même année. Soit il était une bombe à retardement qui allait donner lieu à un psychopathe le plus dangereux de l'histoire, soit il avait un nouveau trouble du sommeil encore jamais vu dans mon milieu. Les avantages de diagnostiquer un nouveau trouble étaient largement compensés par les inconvénients d'encourager un enfant qui pourrait potentiellement faire passer Ted Bundy pour un enfant de cœur. J'étais chamboulé, mais j'essayais de rester calme. Dans ces situations, il est important de ne pas se perdre dans les détails et de déterminer les faits. Comment sais-tu que ces rêves étaient causés par Oublou? Lui demandai-je. Parce que à la fin du rêve, je l'entendais toujours faire cet horrible bruit. Oublou. Il imitait le bruit aigu qu'un petit animal pourrait faire. Et tu entends ces bruits à chaque fois, c'est comme ça que tu sais qu'il contrôle ton rêve? Je l'entends à chaque fois, mais parfois je le vois aussi, mais seulement une seconde, puis je me réveille. Je vois. Andrew, tu pourrais me dessiner Oublou? Je lui ai fait passer un bloc-notes et un stylo. Au début, il avait l'air confus, probablement parce que je croyais chacun de ses mots, mais il a pris le bloc-notes et a commencé à gribouiller. Je regardais ma montre, 20 minutes avaient passé. Pas mal. J'ai ensuite regardé le ciel par la fenêtre. C'était une teinte de bleu clair. J'entendais le stylo taper sur la table et le bloc-notes glisser vers ma direction. J'ai regardé la feuille et j'ai senti mon cœur qui commençait à battre violemment. La chose avait un long museau, pendant, un peu comme une trompe d'un éléphant avec une langue qui en sortait. Sa tête était dépourvue de traits, mis à part 2 gros yeux totalement noirs, ovales et verticaux. Il avait 6 pattes et un torse long et fin. Il avait le dos voûté, les pattes arquées, articulations étaient situées un peu au-dessus de son corps. Il pouvait visiblement se faire très grand s'il en avait le besoin. Ses pieds étaient ronds, avec 6 appendices sortants, disposés à égale distance les uns des autres comme des branches d'une étoile. Les 2 pattes de devant étaient considérablement plus longues et avaient seulement 2 doigts extrêmement longs à chaque main, pointant vers l'avant. C'était inquiétant à regarder. Il n'avait visiblement pas d'attributs dangereux, pas de griffes ni de dents, et pourtant, je ne pouvais pas retenir la sueur couler sur mon front. Je me suis arraché de ma contemplation
et elle levait les yeux vers Andrew qui m'observait avec appréhension en attendant ma réaction. Je pensais avoir un diagnostic. Andrew, je pense savoir ce qu'il ne va pas. Il n'avait pourtant pas du tout l'air soulagé. Oh, a-t-il dit d'un ton monotone. Oui, je pense que tu as eu des R. Des rêves lucides, ouais, je croyais aussi. Je suis resté immobile, bouche bée. Vous pensez que je fais un cauchemar traumatisant impliquant ce truc et maintenant à chaque fois que je fais un rêve lucide, mon subconscient introduit dans mon esprit ce qui entraîne un scénario traumatisant indépendamment de ma volonté? Rarement au cours de mes 10 ans d'expérience, j'ai été sans voix, scotché, bouche bée. Andrew me fixait et je le regardais sourire avec arrogance. Je vous l'ai dit, docteur A, je ne suis pas un idiot. J'ai fait des recherches sur ce genre de choses quand c'est arrivé pour la première fois. C'est pour ça que j'ai commencé à me droguer. J'ai appris que les opioïdes pouvaient supprimer les rêves lucides. Et au début, ça fait son boulot, mais malgré ça, il continuait de se faufiler dans mes rêves. Et plus j'en consommais, et plus fort il se battait pour pouvoir revenir. Alors j'ai essayé la cocaïne pour me garder éveillé, mais j'ai compris que ça faisait justement empirer les choses. Je restais éveillé trop longtemps, j'ai dû commencer à faire des micro-sommeils, je ne savais pas si j'étais éveillé ou si j'étais en train de rêver, et il a dû s'en rendre compte. Vous voyez, quand il a commencé à m'apparaître, j'étais plus ou moins conscient d'être dans un rêve. Cette impression de flou, vous savez, mais quand je fais des micro-sommeils, les rêves sont incroyablement nets. Il l'a compris, docteur. Il a compris que j'avais plus peur des rêves pendant les micro-sommeils. Il a une de ces façons ou d'une autre rendu tous ses rêves aussi clairs depuis. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Soit Andrew était complètement fou, soit il était tellement intelligent qu'il développait lui-même sa propre folie. Je lui ai posé la dernière question qu'il me restait. Quand as-tu rêvé d'Oblou pour la première fois? Eh bien, c'était juste après la mort de mon père, a-t-il dit. Son regard se fixait encore une fois au sol. Il s'est suicidé d'une balle dans la tête quand j'avais 17 ans. La nuit après ses funérailles, j'ai rêvé que je me tenais devant sa tombe en regardant l'herbe. Tout était normal au début, puis j'ai entendu mon père. Je l'ai entendu crier au fond du trou. Il appelait à l'aide. Il me demandait de le déterrer, mais je ne pouvais pas bouger, j'étais paralysé. Je me tenais là et j'écoutais frapper sur le couvercle de son cercueil. Tellement fort que le sol tremblait. Je l'entendais crier de peur, mais je ne pouvais rien faire pour l'aider. Et puis, je l'ai entendu. Oblou. Puis ensuite, je me suis réveillé. Je suis resté immobile à le regarder pendant un bon moment. Son rejet de la possibilité que ce soit un rêve lucide était impressionnant. Mais ce n'est pas rare pour un enfant de lier un épisode traumatisant de sa vie à quelque chose d'imaginaire pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Je commençais à mieux cerner. Quand as-tu vu Oblou pour la première fois? Il a hésité pendant une demi-seconde mais a fini par parler. Une fois j'ai rêvé de mon chien, Buster. J'étais derrière une grande haie et je n'étais qu'un enfant, donc je ne pouvais pas l'escalader. Buster était de l'autre côté, sur une autoroute. Il était simplement assis là, à me regarder, et je savais d'une manière ou d'une autre qu'il allait essayer de traverser pour venir me voir. Et je savais qu'il n'y arriverait pas. Il a couru sur l'autoroute et s'est immédiatement fait écraser par une voiture. Je criais et je pleurais. Mais la voiture ne s'est pas arrêtée. Elle a continué d'avancer, Buster était couché là, brisé et saignant. Il essayait de se relever et de ramper droit devant. Mais une autre voiture qui allait à toute vitesse l'écrasait encore. Et ça se répétait, encore et encore. Je continuais à le regarder se faire écraser et déchiqueter en morceaux par des voitures, ça ne s'arrêtait jamais. C'était la première fois que je le voyais. Je l'ai entendu dans mon oreille, Oblou. Je me suis retourné et sa tête était à 1 centimètre de moi, avec ses gros yeux noirs qui me fixaient, puis je me suis réveillé. Il tremblait maintenant et on pouvait voir qu'il était prêt à craquer. Je devais arrêter de le travailler. Ok Andrew, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter aujourd'hui. Je me suis levé et pris mon bloc d'ordonnance sur mon bureau. Andrew ne bougeait pas et clignait des yeux. Vous allez me donner quelque chose pour que ça s'arrête? Pour l'instant, je vais te donner quelque chose pour arrêter tes rêves, le temps que je puisse déterminer d'où ils viennent. C'est important que tu aies une bonne nuit de sommeil pour t'aider à reprendre tes esprits. Je t'aide à t'aider à m'aider. Compris? Il a encore cligné des yeux. Ouais, j'ai compris, merci. Ils ont un nouveau médicament pour supprimer les rêves? Eh bien, techniquement, non.
Mais il y a un nouveau médicament appelé cyproheptadine, qui est utilisé pour le traitement des rhumes des fois, mais qui a pour effet secondaire de supprimer les rêves, plus précisément les cauchemars, surtout ceux provoqués par des troubles de stress post-traumatique. Je continuais d'écrire la prescription en silence, mais je pouvais sentir le regard d'Andrew qui me visait. Mais je suis pas traumatisé, hein, c'est à cause d'Oublo. Je sais, Andrew, lui ai-je menti encore une fois. Mais ça marchera tout aussi bien pour éloigner Oublo de tes rêves. Ça lui allait droit au cœur. Il était fou de joie et a bondi du sofa. Il n'arrêtait plus de me remercier et de me dire que j'étais le meilleur docteur de tous les temps et qu'il sentait enfin que la chance lui souriait. Je ne pouvais m'empêcher de sourire, je suppose que c'est ce genre de satisfaction que je continue de tenir ce cabinet. Je l'ai accompagné à la porte et lui ai serré la main, il m'a regardé droit dans les yeux et il a souri pour la première fois, depuis que je l'ai rencontré puis il a quitté mon bureau. C'était la dernière fois que j'ai vu Andrew. Une semaine a passé, et le lundi qui suivait, Andrew n'était pas venu à son rendez-vous. À ce moment-là, d'habitude, j'aurais lâché un soupir de soulagement et j'aurais dit à ma secrétaire que je sortais pour prendre un café au bout de la rue. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Andrew. J'ai quitté mon bureau en disant à ma secrétaire qu'elle devait annuler mon prochain rendez-vous. J'avais dans ma main la facture d'Andrew Jennings de notre dernier rendez-vous sur laquelle figurait son adresse. Il était dans un appartement que sa mère avait acheté en dehors de la ville. C'était à environ 15 minutes de route depuis mon bureau. J'ai réussi à entrer par la porte d'entrée du bâtiment pendant que quelqu'un en sortait, puis j'ai trouvé le nom d'Andrew dans le répertoire, son nom venait à peine d'être écrit. J'en ai déduit que ça ne faisait pas longtemps qu'il habitait ici. Sa mère l'avait probablement installé ici pour qu'il soit plus près de mon bureau pour faciliter la communication. C'était le dernier appartement au premier étage, je me suis arrêté une seconde réfléchissant à ce que j'étais en train de faire, mais ma curiosité l'a emporté sur ma raison, et j'ai tapé 3 fois. Pas de réponse, pas un mouvement à l'intérieur. Après avoir écouté pendant un bon moment, j'ai tapé une fois de plus et plus fort. « Andrew, c'est le docteur A. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît ?» Toujours rien. J'ai alors essayé de tourner la poignée et étonnamment, elle n'opposait pas de résistance. Je pouvais sentir le poids de la porte glisser. Elle était ouverte. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps je suis resté là, la main sur la poignée, à réfléchir. Je pensais à ce que les gens diraient, le docteur qui se permettait d'entrer dans l'appartement de son patient, le docteur qui allait peut-être trouver son patient bourré d'héroïne ou ayant potentiellement fait une overdose d'héroïne ou peut-être une overdose de ce nouveau médicament qu'il lui avait prescrit, à lui un drogué avoué, il y a une semaine de ça. Mais le pire, c'était de repenser à ces horribles rêves dont il m'avait parlé alors que seul un morceau de bois nous séparait. J'ai pris une grosse inspiration et j'ai ouvert la porte. La première chose que j'ai remarquée était les ombres. Les ombres étaient estompées. Il n'y avait aucune lumière allumée, à part une lampe à faible consommation dans le coin. L'odeur de musc et de renfermé était prégnante. Il avait aussi des aiguilles, des cuillères et des sacs en plastique vides posés sur la table. J'ai traversé le salon sans voir aucun signe de vie. Il y avait un couloir à côté du mur sur lequel le canapé était appuyé. J'ai pris mon téléphone et ai allumé la lampe torche. J'ai progressé en silence dans le couloir, j'avais le souffle court et mes mains tremblaient. Il y avait une porte grande ouverte directement à ma gauche. Prudemment, j'ai regardé dans le coin, pointant ma lampe torche à l'intérieur, c'était la salle de bain. Elle était assez sale, mais j'avais vu pire. Il n'y avait aucun signe de lutte, pas de vomi dans les toilettes, ni rien qui pourrait indiquer une potentielle overdose. J'ai lâché un petit soupir de soulagement avant de retourner dans le couloir. Il ne restait qu'une porte à ouvrir, droit devant. Elle était complètement fermée, toute blanche, avec une poignée argentée. Je me tenais dans le noir avec ma lampe torche. Je cherchais un interrupteur pour allumer la lumière. C'était de vieux appartements. L'interrupteur devait être dans la chambre d'Andrew, derrière cette porte. Me rendant compte que ce n'allait pas, en s'améliorant et en ravalant mon stress, je commençais à avancer doucement, tout droit en direction de la porte. Chaque pas avait l'air d'1 kilomètre. Mes pieds étaient maladroits et mes jambes étaient lourdes. Il semblait qu'une heure s'était écoulée le temps que j'atteigne la porte. Je me tenais devant la porte d'un blanc brut que je fixais. J'ai levé ma main et toqué légèrement sur le bois. « Andrew ?» La porte a grincé et s'est entrouverte doucement vers l'intérieur. Je pouvais distinguer par la porte entrouverte la silhouette floue d'une personne, alors j'ai ouvert la porte complètement. Andrew était à terre, son dos calé dans le coin de la pièce, sa peau était pâle, ses yeux verts et brillants. Il fixait la porte par laquelle je venais d'entrer. J'étais immobile et je le regardais fixement, totalement choqué. C'était la première fois que je voyais un mort. En dehors d'un cercueil, évidemment, il avait l'air tellement vide et sans vie, je remarquais qu'il y avait du sang sur le tapis, ses ongles étaient tout retournés, le bout de ses doigts ensanglanté, comme s'il avait gratté le sol, à s'en briser les mains.
J'ai tant bien que mal réussi à trouver l'interrupteur et à allumer la lumière. C'est à ce moment que j'ai vu. La fin et le commencement. C'était gravé profondément dans le bois, à côté de lui. Je l'ai fixé assez longtemps pour voir ce que ça disait quand une odeur m'a percuté. L'odeur la plus nauséabonde que j'ai jamais sentie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être pris de nausées. Des nausées plus violentes que toutes celles que j'avais subies jusqu'ici. J'ai pu courir jusqu'au couloir avant de rendre mon dernier repas. J'étais penché sur le sol, essayant de reprendre mon souffle, quand une vieille dame à quelques appartements de moi a ouvert sa porte et s'est exclamée en me voyant. « Appelez la police !» lui ai-je crié. J'ai entendu sa porte se refermer bruyamment, j'ai essayé de progresser dans le couloir jusqu'au hall d'entrée en m'arrêtant à peu près toutes les 20 mètres pour respirer. Quand les gens des urgences sont arrivés, ils ont déclaré Andrew mort sans hésitation. Ils devaient être habitués à ce genre de choses parce qu'ils n'avaient pas l'air trop chamboulés par la scène. J'ai fait mon témoignage à la police et leur ai dit qu'il était un de mes patients et que j'étais venu voir s'il allait bien. Ils n'avaient pas l'air de me soupçonner de quoi que ce soit et ils m'ont dit que s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, ils m'appelleraient et je leur ai laissé ma carte de visite avant de regagner ma voiture. Au moment où je commençais à partir, le crissement des pneus d'une voiture s'est fait entendre dans le parking et j'ai vu une femme sortir de sa voiture. C'était Madame Jennings. Elle braillait, elle criait et quelques policiers ont été forcés de la maîtriser. « C'est mon bébé, mon Dieu, s'il vous plaît, non !» Elle criait. Pendant qu'elle se débattait pour passer devant les policiers, j'ai regardé la scène autant que je pouvais le supporter, puis je suis sorti du parking. J'ai appelé ma secrétaire, je lui ai dit d'annuler tous mes rendez-vous pour la journée. Je me suis arrêté à un magasin d'alcool et j'ai pris une bouteille de whisky, puis je suis rentré chez moi. Je suis resté assis en silence pendant pas mal de temps. J'ai finalement allumé la télé et j'ai commandé à manger. Mais quand mon repas est arrivé, je n'ai pas pu me résoudre à en manger. Il était déjà tard quand j'ai fini la bouteille, je me suis levé et j'ai titubé jusqu'à ma chambre. J'ai quitté mes chaussures d'un coup de talons, je suis tombé la tête la première dans mon matelas. Je suis resté allongé en pensant à Andrew, à son corps inerte, calé dans le coin, me fixant avec ses grands yeux verts. À ces derniers mots. La fin est le commencement. Résonnant dans mon cerveau, ma pensée devenait plus lente et mes paupières plus lourdes. La fin est le commencement. Cette phrase se répétait encore et encore dans ma tête. Je me sentais m'assoupir quand j'ai entendu, venant de nulle part et de partout à la fois, Hublot. Et bah je regrette pas de l'avoir lu. Ah, je précise, fin du creepypasta. Parce que des fois, certaines personnes me disent « Mais Hitch, dis-nous quand c'est fini, parce qu'on sait pas. » Donc fin du creepypasta, première partie, attention, puisqu'il y a une deuxième partie qui est déjà sortie, donc je vous la referai sûrement pour lundi prochain. Très intéressant ce creepypasta, très bien écrit et très original, j'ai vraiment kiffé. Je pense qu'il se passe de commentaires puisque tout simplement l'histoire se déroule naturellement, où on explique bien tout ce qu'il faut. Et je pense pour la partie 2, je ne l'ai pas lu, hein, mais ça me paraît logique que la partie 2, ça va être la continuité de celle-ci, c'est-à-dire le docteur A qui devrait nous raconter son calvaire avec ce houblou et sûrement en savoir plus là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude en description toutes les informations de la vidéo et les réseaux sociaux. Le petit like et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez si aussi ça vous a plu ce creepypasta. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en tout cas lundi pour la suite. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.